Eh bien, bonsoir. Ça marche là? Déjà l'an passé, il y a eu ce projet de montrer ce livre et d'en parler. Voilà, c'est un livre, il faut dire, assez singulier. Il est déjà paru en 2014 maintenant, donc il a 1 an et demi en fait. Et c'est un projet qui a été très long à se mettre en place. Et moi, je ne vais pas vous parler de la mise en place du projet, c'est-à-dire comment les photographes se sont retrouvés, il y en a 43 en tout, mais je vais vous présenter le livre, c'est-à-dire là, au point où moi je l'ai pris, puisque, étant donné le travail fait par les photographes, l'éditeur, donc les éditions du Seuil, m'ont demandé si je voulais bien introduire ce texte, ce livre. Alors, la fabrication du projet, ça, c'est pas moi qui en parle, mais disons, quel était le but? Vous savez que il y a toujours, comme ça, envers un paysage, un territoire plus exactement, un besoin de se demander ce qu'il est en train de devenir, d'où il vient, où il en est, où il va, etc. Et il y a une histoire de ça par rapport au médium photographique, sachant que de telles explorations d'un territoire ont existé avant qu'il y ait la photographie, par la gravure, etc. etc. Mais là, la plus ancienne trace qu'on ait de ça, on en a la trace dans les murs par le nom des chambres, en tout cas, qu'on prête aux autres. C'est la mission héliographique qui remonte au début de l'art photographique, puisqu'on était dans les années 1850. Et là, il s'agissait en relation assez étroite avec ça n'existait pas sous la forme d'un ministère de la Culture, mais il y avait une intention de répertorier ce qu'on appelle le patrimoine. Et des très grands photographes, donc comme Balduche, Charles Nègre et autres, ont travaillé à photographier les monuments, en gros. Et c'est la première chose, et aujourd'hui, évidemment, que ce travail fait une référence absolue. Après, des inventaires systématiques, il y en a eu. Le plus connu et le plus intéressant, c'est celui de la Farm, je ne sais plus le nom, Farm Security Association, la FSA, dans les années de la Grande Dépression aux États-Unis. Et là, c'est un travail qui est célèbre en grande partie aussi du fait de l'extraordinaire qualité du travail qui a été fait par de grands photographes, notamment le plus connu étant Walker Evans. Et voilà. Et après, dans les années 80, il y a eu en France cet énorme projet qui était soutenu par le ministère de l'Intérieur, il faut le préciser. On se demande bien comment aujourd'hui le ministère de l'Intérieur pourrait prêter 1 centime pour faire des photos, mais c'était comme ça, il y avait la DATAR, et il y a eu cette fameuse mission de la DATAR qui a produit 2 livres en fait, et qui sont aujourd'hui extrêmement recherchés. Il n'y a pas de désir de les rééditer, c'est peut-être dommage, en tout cas c'est comme ça. Et là, à nouveau, toute une bande de photographes, including, je crois bien, Christian Milovanov, et d'autres, moins célèbres que lui, mais voilà. Et c'était un très très beau livre. Et puis, il y a une sorte de coïncidence de parution entre ce livre France Territoire Liquide et le livre de Raymond Depardon qui s'appelle La France de Raymond Depardon. Mais je tiens à dire qu'il n'y avait aucun désir de ce livre de s'opposer, dire nous, à 43, on va dire la vérité par rapport à celui. Il n'y a aucune polémique envers le livre de Raymond Depardon, mais il se trouve que la coïncidence dans le temps fait que beaucoup de gens qui ont réagi à ce livre France Territoire Liquide ont évidemment été tentés de faire le rapprochement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de monter un collectif de photographes, donc il y en a 43, je vous l'ai dit, et de ne surtout pas arrêter leurs travaux, les enfermer dans une unité stylistique ou en distribuant des portions de territoire de façon autoritaire, etc. Il y a eu, et ça il en parlera, une grande liberté laissée, disons, aux photographes, aux artistes pour fabriquer ce livre. Le titre France Territoire Liquide, donc France c'est avec un S entre parenthèses, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire par rapport à une conception absolument très raide du territoire qui enferme un pays dans sa provenance, dans ses références, dans son patrimoine, etc. L'idée qu'un pays puisse au fond être multiple. Hein.
Donc évidemment, il y a une espèce de données politiques dans ce pluriel entre parenthèses. Et puis territoire liquide, c'est assez complexe comme notion en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire liquide? C'est difficile à penser puisque, par définition, hein, ce qui coule, ce qui s'en va, ne fait pas territoire. Mais il y avait l'idée, disons, d'opposer le liquide au solide, c'est-à-dire le territoire de flux, le territoire des échanges, le territoire des coulées, le territoire des choses qui s'en vont et des choses qui viennent, qui vont et viennent, d'opposer ce type de territoire-là à un territoire solide, fixé, qui se considère lui-même comme une citadelle plus ou moins imprenable. Mais en même temps, cette affirmation politique, au fond, elle est douce, elle n'est pas idéologique. Hein. Mais le travail des photographes est censé lui donner un contenu. Et donc, forcément, 43 personnes, c'est 43 regards, et c'est au fond aussi 43 sujets. Et c'est très intéressant de voir dans ce livre comment certains photographes ont attaqué les choses, comment d'autres ont désiré de traiter une seule chose, parfois, on va le voir tout à l'heure, parfois infime, mais à partir de cette chose infime dite sur le territoire, ou sur un point du territoire, d'entamer finalement soit une narration, soit quelque chose qui va développer, quelque chose qui va tirer vers le reportage, ou vers toute autre chose. Donc c'est complètement ouvert, beaucoup plus ouvert d'ailleurs que n'était le travail de la mission de la Datar, qui était vraiment un travail, disons, où la notion de reportage l'emportait, même s'il y avait des travaux comme ceux de Tom Draos, entre autres, qui sortaient du cadre du reportage, mais dans l'ensemble, c'était comme ça, avec certains reportages d'ailleurs, qui ont certaines parties du livre qui ont fait référence. Après, les photographes ont publié à part leur travail, ont développé dans d'autres ouvrages le rapport au territoire qu'ils avaient défini à travers ce livre. C'est le cas notamment du regretté Pierre de Fenouil, c'est le cas de Sophie Ristel-Hubert, c'est le cas de Milo Manov, c'est le cas de plein de gens. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, mais au fond, quel est le but, quel est le désir? Donc, c'est quand même celui, par rapport à l'actualité que l'on vit, à la question de la mondialisation, à la question de l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, une identité? Est-ce que, voilà, c'est une réflexion là-dessus. Mais la réflexion, au lieu d'être faite par des textes, elle est faite par des images. Et il m'est venu l'idée qu'au fond, chaque image, c'est un peu comme un paysage, un territoire, c'est comme un grand corps. Hein. Et au fond, que ce qu'on fait, chaque photo peut être considérée comme un point comme ça. Et qu'au fond, le livre, c'est une acupuncture du paysage. Et cette notion n'est pas fausse, je crois qu'elle est intéressante, parce qu'elle permet, je vous en prie, elle permet de relier directement la notion de corps à celle de flux. Puisque, comme vous le savez, dans la logique de l'acupuncture, donc la logique de la science chinoise ancienne, ce qu'on pique, c'est le corps, mais ce qu'on capte par ces piqûres, ce sont des flux intérieurs à ce corps. Et je crois que c'est assez juste comme allégorie du livre, c'est-à-dire ce livre est plutôt une espèce d'acupuncture du paysage, comme ça, avec un grand nombre de points. Hein. Le résultat, c'est un livre extrêmement pesant. Nous avons d'ailleurs ni Bertrand, ni moi eu comment dire, le courage, c'est un bien grand mot, on ne l'a pas amené, donc c'est celui de la bibliothèque, il est très très lourd pour les bagages comme ça de petits voyages. Et c'était pas facile de publier un livre comme ça. Un livre fait comme ça, et c'est intéressant de savoir qu'il paraît dans une collection qui s'appelle Fiction et compagnie, collection qui a été créée par un écrivain qui l'a dirigé pendant longtemps. Cet écrivain est aussi un photographe, il s'appelle Denis Roche, un hommage, il est mort malheureusement l'an passé, un hommage qui s'est rendu cet été pendant les rencontres d'Arles. Et Bernard Comment, qui lui a succédé, qui dirige cette collection, il a eu la volonté de faire ce livre. Mais aux commerciaux notamment, de toute maison d'édition, il y a toujours des gens qui disent « ouais, on ne va pas y arriver, on ne va pas le faire, ça ne va pas se vendre, etc. » Ça n'a pas été facile de l'imposer. Et un des grands plaisirs qu'il y a, c'est de savoir qu'aujourd'hui, 1 an et demi après, ce livre, il est épuisé. Épuisé, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Est-ce qu'il sera retiré? Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été, disons, une sorte de succès. Et on en est très content parce que c'est un peu inattendu quand même. Et ce que ça veut dire, puisque c'est quand même des livres, c'est un livre assez cher quand même,
Ça veut dire quand même que un type de sujet comme ça intéresse les gens, et un sujet comme ça traité par la photographie, par l'image. Bien entendu, et je termine là-dessus, chaque partie de chaque photographe est introduite par un petit texte, mais disons, le texte en tant que tel, il n'occupe pas un grand espace. C'est vraiment l'image qui est parlante. Hein. Voilà, on en regardera quelques-unes après que j'aurai laissé la parole à Bertrand. Voilà. Et moi, donc, j'ai fait un texte qui n'est pas une description. Évidemment, pour faire le texte, on m'a donné des tirages provisoires de toutes les images du livre. C'était impensable de faire un texte qui rassemblerait comme ça l'essence de cet ouvrage. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu sur le rapport de l'image et du paysage, et de souligner à quel point, comme je l'avais déjà fait dans le livre qui s'appelle Le dépaysement, qui est la raison pour laquelle on m'a demandé d'écrire ce texte, de réfléchir sur l'importance de l'image comme enregistrement du paysage, et la nécessité même de l'image, et spécifiquement de l'image photographique. Donc maintenant, Bertrand va vous parler de la façon dont ça s'est passé entre photographes, et puis pour lui par rapport à ce projet. Et puis après, il vous montrera ce qu'il a fait lui dans ce livre. Et après, on regardera, j'ai choisi une dizaine d'images prises dans d'autres corpus que celui de Bertrand, pour que vous ayez une toute petite idée du livre. Bien entendu, il ne s'agit pas du tout de ma part une sélection qui aurait des vertus de palmarès ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous donner quelques points de cette acupuncture dont je vous parlais. Ok. Bonjour à tous. Pour parler et définir un tout petit peu le projet du livre, le projet plus général de cette aventure qui était France Territoire Liquide, je ne pourrais jamais parler que de mon expérience étant une des 43 personnes ayant œuvré à ce travail global. Disons que c'est né comme sur une initiative personnelle de 4 photographes qui sont Jérôme Boisillon, Patrick Messina, Cédric Delceau et Frédéric Delangle, qui sont des photographes plutôt issus du reportage ou portraitistes, travaillant beaucoup pour la presse parisienne, pour la citer qu'elle. Ils ont toujours eu parmi leurs livres de chevet existait évidemment, comme pour beaucoup d'entre nous, ayant une appétence pour le paysage, ce fameux livre sur la Datar. Et en discutant, en parlant, en partageant leur désir de produire des images dans ce sens, ou de se dire tout simplement, tiens, si on avait à refaire une telle aventure maintenant, qu'est-ce qu'elle serait? Ils ont petit à petit évolué dans leur idée et sont arrivés à la conclusion, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il ne fallait peut-être pas attendre du ministère une quelconque commande hypothétique, mais que du coup il fallait peut-être devenir nous-mêmes les producteurs, les commanditaires d'un tel projet. Donc voilà, un geste ambitieux par 4 photographes, sûrement dans une soirée qui a dû se terminer tardivement. Leur intelligence a été d'ouvrir la cooptation au-delà d'un cercle d'amis, mais à l'ouvrir à beaucoup d'auteurs, et notamment de faire appel à un commissaire, à un curateur, qui est Paul Vombel, qui était le fondateur de la Photographers Gallery de Londres, et qui continue à faire des expositions à travers le monde, et à qui ils ont confié en quelque sorte le soin de recevoir, de trier différents projets, sachant que l'idée, et c'était toute la gageure de ce projet-là, avec du coup les risques d'une telle intention, c'était de faire venir des projets qui n'existaient pas encore. Du coup, c'est que des intentions d'auteurs qui faisaient part de « Ah, moi j'aimerais travailler sur telle partie de territoire, avec tel type de traitement ». Donc il y avait en fait vraiment toute une phase comme ça de réception de projets qui a duré environ de 2011 à 2013. Il y a des derniers projets qui ont été intégrés en 2013, et tout un ensemble de photographes qui ont soumis des choses et qui ne sont pas restés, d'autres qui sont arrivés en cours, enfin voilà. Et du coup, ça arrivé à une sélection de cette quarantaine de photographes opérés par Paul Vombel, et ensuite, en fait, chacun des photographes ayant été
ou appelé par une autre personne qui avait entendu parler du projet, ou carrément il y a eu quelques appels à un projet ouvert dans la presse notamment, pour faire part de cette aventure, et du coup beaucoup de propositions qui sont arrivées comme ça au fil de l'eau. Et donc, pour ma part, parce que à partir de là, après, ce qui s'est déroulé, c'est qu'il y avait des réunions environ tous les 3 mois, dans différents lieux, à Paris en général, où les 40 photographes se retrouvaient, il y avait différentes discussions qui avaient lieu autour justement des projets en cours, ça permettait de savoir un peu qui faisait quoi, et c'était l'occasion aussi pour Revendel de revoir chacun des travaux, de voir leur évolution, et de voir comment tout ceci allait pouvoir s'intégrer dans un corpus plus global. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté de cette aventure, c'est qu'on est plus dans l'ordre d'une mission, effectivement, avec du coup on part de zéro et puis on va monter quelque chose, plutôt que dans un travail qui est avec des enjeux tout aussi importants, mais qui quelque part soit presque plus facile, où on fait un curatoriat sur des projets existants, et où du coup on n'a plus qu'à opérer une sélection, et on peut produire plus facilement un sens, puisqu'on sait où ça va. Enfin, en tout cas, on est censé savoir ce qu'on prend. Du coup, ça a donné ces 43 projets, et moi je me suis retrouvé à proposer un projet avec Geoffroy Mathieu, avec qui je réalise des différents travaux depuis 2005, notamment des travaux d'observatoire photographique du paysage. On en avait présenté un en 2012 au Forges, dans l'année où il y avait la fameuse question qu'avez-vous fait de la photographie, qui a été soumise à des anciens étudiants de l'école. Et donc nous avec Geoffroy, on avait trouvé on avait tous les deux, on a été sollicités, et bon, du coup on s'est dit tiens, proposons après tout ce projet qu'on est en train de monter. Finalement c'est raccord également dans la façon dont la nature du projet se développe. C'est-à-dire que nous, on a réalisé déjà avec Geoffroy 3 observatoires photographiques du paysage. Donc pour le dire très rapidement et très simplement, les observatoires photographiques du paysage, c'est un peu une émanation justement de cette mission de la DATAR, où dans les années 90, plusieurs personnes se sont penchées dessus, au ministère de la Culture et également au ministère de l'Environnement, pour se dire, bien, ces missions photographiques sur un territoire, c'est formidable, mais il faudrait que ça puisse un peu rayonner tant dans le champ culturel que dans un champ plus scientifique d'analyse et de connaissance des territoires. Et du coup, a été établie une espèce de charte, une charte avec un protocole très défini, qui consiste à, pour une collectivité, choisir un auteur reconnu dans le monde de la photographie de paysage, petit monde, ou ayant en tout cas déjà fait des projets dans cet univers-là, et qui va être mandaté par une collectivité, en tout cas par un commanditaire, on va dire ça plus largement, à venir faire un travail photographique sur un territoire délimité. Ce territoire peut être un parc naturel régional, comme une collectivité, enfin voilà, l'échelle varie en fonction du commanditaire. Un comité de pilotage est nommé. Ce comité de pilotage est constitué par toutes les personnes qui sont acteurs de ce territoire. Ça peut être la direction départementale de l'aménagement, les bâtiments de France, un DRAC, la DCRE, enfin voilà, c'est tous les gens qui font, mais également des maires, enfin voilà, des élus. Et le commanditaire, le comité de pilotage et l'auteur se réunissent, discutent un petit peu des enjeux d'un territoire, et ensuite l'auteur est en quelque sorte lâché dans ce territoire-là. À lui, il a à ce moment-là pour mission de constituer une série photographique d'une centaine d'images environ. Il n'y a pas de lieu obligatoire. Lui se doit par contre d'être dans un travail d'une relative représentativité des enjeux de ce territoire, des enjeux paysagers de ce territoire. C'est pour ça qu'un comité de pilotage, parce qu'en quelque sorte, la personne vient de nulle part, il faut un petit peu lui donner des idées de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre dans ce territoire en question, avant de laisser comme ça produire des images. S'ensuit en général 2-3 réunions où il y a une confrontation de l'encours du travail, puis une sélection de 100 points de vue. Sur ces 100 points de vue, un certain nombre d'images sont mises en veille, c'est-à-dire on les met grosso modo dans un tiroir, et puis elles ressortiront un jour, et puis elles seront reconduites. Et 60 autres sont reconduites annuellement. La reconduction, c'est cette opération diachronique qui consiste à produire une image et revenir au même endroit chaque année, ou en tout cas à échéance régulière, reproduire la même photographie. Ce qui permet d'avoir donc cette évolution dans le temps d'un paysage. Un peu long préambule, mais voilà, avec Geoffroy, on avait déjà réalisé 3 projets de ce type-là. Et on était à ce moment-là, en 2011-2012,
en train de réfléchir à un projet qui allait voir le jour. C'est-à-dire on commençait à parler un peu de l'année de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, pour laquelle on était, alors je n'ai plus de, je débranche, je rebranche, allez, ça réveille, parfait. Voilà. Et donc cette année de Marseille-Provence 2013, on voyait différents projets artistiques arriver, sur des projets en tout genre, dont un projet pour lequel on était partie prenante dès le départ, qui consistait à définir un sentier de randonnée, un sentier de grande randonnée, mais métropolitain, c'est-à-dire essayer de définir un sentier d'un genre nouveau, ne pas aller forcément chercher la calanque ou le bout de territoire bien préservé, bien sous cloche, et dans lequel on fait une promenade absolument agréable, de laquelle on revient en ayant une vision en fait très partiale du territoire. L'idée était aussi d'emmener le marcheur vers la globalité et tous les enjeux justement paysagers actuels et contemporains de ce territoire-là. Et donc a été très tôt amené dans la masse des projets de Marseille-Provence. Je vais revenir sur FTL, mais voilà, le lien est un tout petit peu long, mais ça permet de mettre en place le dialogue de ces deux projets. Donc dans cette idée de Marseille-Provence 2013 a été amené un des 6 gros projets, donc ce sentier se gère métropolitain, dont les deux concepteurs sont Baptiste Lanaspez, qui est un écologue, qui est une maison d'édition, et Nicolas Mémin, qui est il se définit lui-même pour un montreur de bourse en béton armé. C'est une espèce d'historien, geek, de l'histoire du périurbain. Voilà. Et à eux deux, plus le groupe des artistes marcheurs, donc c'est un genre artistique en soi, c'est plutôt des différents artistes et plasticiens dont je faisais partie, qui avions en commun, parmi tout ce que l'on fait, une appétence particulière pour la marche et une réflexion dans nos travaux photographiques, dans nos travaux tous, autour de ça. Certains sont performeurs. Voilà. Donc il y avait cette espèce de groupe qui était constitué, et ensemble a été défini ce tracé de GR que vous voyez ici, que je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, même carrément là, on va essayer de se mettre en plein écran, ça sera plus propre. Ce tracé de GR qui englobe, on était à un moment où en plus l'idée de métropole en 2011 c'était encore très frémissant, donc il y avait un peu à se dire bon, qu'est-ce que c'est que ce territoire, comment définir finalement une métropole Marseille-Provence, enfin, qu'est-ce qu'elle englobe, et ce tracé c'est un geste qui a été voulu par Nicolas Mémin, qui s'est défini très simplement autour des 2 zones non constructibles, à savoir l'étang de Berre et le massif de l'Étoile. Et en fait, une fois qu'on a défini ces 2 espaces-là comme non constructibles, on se rend compte que toute l'urbanisation s'est développée autour, ainsi que tous les axes de circulation, et avec comme point nodal, comme point central de cette espèce de 8, de sigle infini à plat, qui a pris des coups et qui ressemble plus à 2 patates qu'on aurait rejointes, mais c'était aussi la gageure de faire jouer ce projet, ce geste artistique dans littéralement un projet plus ancré dans le territoire, à savoir qu'il devienne lui-même un vrai GR avec la reconnaissance par la FFRP, avec des systèmes de gens qui viennent signaliser les passages, avec un topo guide, avec tout ce que veut dire un GR, et pas uniquement un geste artistique un peu qui fait fi de ces problématiques. Donc forcément, d'un cycle infini bien pur, après il faut se prendre toutes les obligations territoriales, les autorisations de passage, voilà. D'où cette forme amendée, mais qui en néanmoins gardé vraiment l'esprit. Et donc au centre, il y a cette gare TGV d'Aix-Marseille où on se retrouve essentiellement au milieu de nulle part, enfin au milieu de parking et de camp de Rome, et puis après un peu de vide, et ensuite on finit par retoucher de l'urbain. J'en arrive du coup au projet photographique. Nous, dès le départ, on s'était dit super, donc on a commencé à participer aux réflexions, aux marches,
de pensée de ce territoire, pourquoi aller à tel endroit plutôt qu'à un autre, quelle finalement expérience on voulait donner de ce territoire. Et avec Geoffroy, on s'est demandé comment photographiquement on allait pouvoir rendre compte et de cette aventure et de la nature de ce projet, tout en étant en même temps partie, jugé partie. Et cet outil d'observatoire photographique qu'on manipule depuis, qu'on manipulait déjà depuis 8 ans, on s'est demandé finalement comment, en ayant fait aussi un peu le tour des limites justement du commanditaire, des comités de pilotage qui sont un peu flottants, qui se délitent, des projets qui finissent par atterrir dans des tiroirs ou qui finissent par plus jouer du côté scientifique que du côté artistique. Enfin voilà, il y avait différentes choses sur lesquelles, impasses sur lesquelles on avait fini par se heurter dans ce travail. Et du coup, on s'est dit, après tout, renversons le système, devenons nous-mêmes les commanditaires de ce projet, redéfinissons un peu toutes les choses qui nous ont un peu gênés jusqu'à maintenant, et partons à l'aventure en faisant du coup l'épreuve de ce GR avant sa validation comme tracé officiel. Donc, on était les premiers marcheurs, on avait du coup juste des fichiers KML sur un GPS qui nous permettaient de savoir où allait tracer le GR, et en même temps ça nous permettait aussi de corriger des espaces qui n'avaient pas été arpentés, un peu vus, googlisés de loin, et qui méritaient de l'expérience du terrain pour savoir si on pouvait vraiment passer par ces zones-là. Donc on s'est retrouvé en quelque sorte à enregistrer la mémoire à l'année 0 d'un territoire en construction, d'un territoire autour d'un GR, mais d'un GR qui se voulait aussi une définition de qu'est-ce qu'allait être cette Marseille pour 2013. Et c'est pour ça que quand on a entendu parler de France Territoire Liquide, qu'on a été sollicité pour ce projet, cette idée finalement de commanditaire inversé, l'autocommande, nous a plutôt séduit. On s'est dit, tiens, on se retrouve un petit peu dans cette espèce d'aventure où il y a une proposition faite par un ensemble d'artistes de se dire, essayons, n'attendons pas une providentielle commande, essayons de prendre en main un projet et de l'amener le plus loin possible en le générant par nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a rejoint ce projet plus large. Et donc, pour reprendre un tout petit coup sur France Territoire Liquide, du coup, un des enjeux a été de définir une carte de la France où il y aurait un projet un peu dans chaque région, quoi. Sachant que chacun des projets a une approche radicalement différente, et tout à l'heure, Jean-Christophe le montrera très bien sur une dizaine d'images où il y avait à chaque fois des parties pris. Quasiment, ce livre, c'est 43 exemples de comment on peut prendre une problématique de territoire et la traiter en photographie en faisant un usage complètement différent du médium et du territoire et de son appréhension. C'est vraiment 43 exemples. C'est pas 43 projets qui ont essayé de marcher de concert. C'est vraiment 43 autonomies, 43 individualités. Avec la seule qui est un peu bicéphale, c'est celle de Geoffroy Edouard, mais pour le coup, on a chacun des projets artistiques autonomes et on a cette production ensemble autour des observatoires photographiques que l'on poursuit encore maintenant, y compris ce projet. Donc, préambule un tout petit peu long, je vais vous montrer des images quand même. L'idée était pareil sur ce GR, d'avoir une espèce de représentativité, d'exhaustivité du territoire. Du coup, tous ces numéros que vous voyez, c'est les 100 points de vue qui sont sur tout au long du GR. Alors, les images correspondent à... les images correspondent à ça, par exemple. Hop, si ça veut bien réagir. Voilà. Alors, c'est peut-être pas très grand. Ah, c'est pas très lisible comme ça. Non, ça va. Donc, dans le principe de l'observatoire, l'idée était de choisir des lieux emblématiques. Évidemment, on ne va pas photographier toutes les entrées de ville,
mais en choisir peut-être juste une pour son caractère complètement emblématique. Ici, on est à un endroit qui s'appelle les Boues Rouges, que l'on voit très bien sur l'autoroute A6, là, quand on arrive sur Marseille, on repart surtout. Les Boues Rouges, en fait, alors ici on est à Vitrolles, hein, ça c'est le stadium, le Rudy Ricciotti, c'est la première œuvre de ce grand architecte local. J'ai dit quoi? Grand, ah oui. De cet architecte local, le spécialiste de la dentelle en béton, et celui qui a réalisé le Mucem de Marseille. Donc qui était réactualisé en plus pour cette occasion. Donc le stadium de Vitrolles, c'est un cas école dans l'histoire des projets architecturaux qui se sont pris des problèmes politiques, parce qu'il a été inauguré un an avant que la mairie bascule du côté FN, et il a été immédiatement fermé. Du coup, c'est un bâtiment, ça fait 20 ans qu'il prend l'eau et qui ne sert à rien. Hormis son parking, par contre, lui est exploité et a toute une vie. Alors là, ce qui est dommage, c'est que la série s'arrête en 2014, depuis on a fait celle de 2015. On verra, je montrerai rapidement le site après. Et donc là, le projet, on est parti sur un projet sur 10 ans, où on va reconduire chaque année le point de vue pour voir l'évolution. Et donc là, ici, on voit une première année un espace désert. Ici, on a juste des camions bleu, blanc, rouge qui sont des camions d'apprentissage de la conduite qui viennent utiliser le lieu. Et ici, on a un camp de forains qui vient s'installer. L'année d'après, je ne sais plus ce qui se passe, mais chaque année, il y a une petite animation différente. Il y a la foire au tuning, il y a ce qu'on peut espérer sur ce type de lieux qui sont un peu en marge du coup des activités marginales aussi. Et donc là, ce qui nous... voilà, je vous fais une petite description de cette image-là, mais parce que du coup tout elle fonctionne un peu sur cette logique-là, c'est qu'à chaque fois on essaie de trouver des endroits qui mappent, qui tuilent différentes problématiques et enjeux. Et là les Boues Rouges notamment, cette montagne qui est complètement rouge au premier plan, c'est dû à des résidus d'aluminium, c'est de la bauxite, qu'une entreprise a pendant des années déversé du haut de la montagne. Pour ceux qui voient pour nous, ça évoquait directement l'œuvre de Robert Smithson avec ses coulées de bitume. Et là, c'est des coulées de bauxite qui ont littéralement irradié cet espace-là au point que, je ne sais pas si on arrive à voir, mais du coup, dès qu'il pleut, il y a différents bassins en contrebas qui deviennent rouges également. Enfin, c'est un lieu qui a une présence particulière. Et enfin, au-delà du fait qu'il y a l'autoroute qui passe juste derrière, tout cet espace ici est un immense espace d'entraînement pour les pompiers qui viennent de toute la France pour casser des voitures, mettre le feu à des maisons en permanence. Enfin, voilà, il y a toute une espèce de vie assez particulière. Et au loin, ici, on a les Tandberg, que l'on voit bien, ainsi que la ville de Marignane et l'aéroport qui décolle. Voilà. Et donc chacune des photographies, c'est un peu un pari prospectif à chaque fois. Ça a également un témoignage d'un temps présent, de différentes choses qui sont à l'œuvre dans le lieu, comme également à se dire, tiens, de ceci, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va garder ce côté symbolique fort? Qu'est-ce qui va rester? Là, par exemple, sur cet endroit-là, on est du côté de... Alors, on est à Aix, en Provence. Bon, ça ne se voit pas tout de suite au premier abord. Mais il y a la Fondation Vasarely, qui est juste là derrière. Et je crois l'école des Beaux-Arts, de l'autre côté. Et au milieu, un camp de Rome. Et la première année, on a découvert en fait une forme particulière d'occupation du sol, qui est le post-camp. C'est le moment où il y a eu une évacuation et où finalement les bulldozers passent, on retourne, on fait des monticules de terre afin d'empêcher en quelque sorte que cet endroit-là soit réapproprié, réutilisé. Donc nous on est arrivé juste après ça, donc c'est vraiment quelque chose qu'on découvrait après. Et dès l'année suivante, la végétation a déjà repris le dessus et ici en fait on a déjà un début de camp qui a repris sa place. L'année d'après, donc à nouveau redésertification et on a rajouté ici en fait il y a un petit chemin qui passe quand même au milieu de tout ça qui permet d'aller vers des voies ferrées. C'est pour ça qu'il y a quand même, c'est un lieu quand même de passage. Et ici ce que vous voyez peut-être mal, mais en fait ça a été grillagé des deux côtés.
et les grillages, comme on appelle les grillages en caddie, là, les espèces de grillages très durs, voilà. Et du coup, alors il faut que je me trouve la photo de l'année d'après, mais ils ont été démontés et utilisés pour créer des nouvelles cabanes. Enfin, voilà. Du coup, il y a une espèce de lutte permanente dans ce territoire, et c'est un des mots, notamment dans notre logique de jouer autrement l'observatoire photographique, en choisissant nous-mêmes d'être commanditaires. Du coup, ça nous permettait aussi de choisir qu'est-ce qu'on mettait dans le comité de pilotage, donc on a mis beaucoup d'artistes. On a mis également des gens de l'État, de l'aménagement du territoire, des gens de la DRAC, enfin voilà, on essaie des gens de Marseille France 2013, puisqu'on a eu la chance d'avoir notre projet labellisé Marseille France 2013 et commande publique du CNAP. Du coup, on avait quand même les moyens aussi de mettre en place ce projet, de créer des réunions, d'avoir des moments de concertation et d'échange. Et là, à l'instant, je me suis perdu. Oui, dans ces copiles, justement, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir des retours plus sensibles, plus empiriques aussi, d'une expérience du territoire dans sa pratique quotidienne. Du coup, de là sont nés plein de mots, comme des chemins du désir, qui sont des espaces en fait où d'un point A vers un point B, il y a des chemins qui sont tout tracés, et en fait souvent il y a des espèces d'écrasements piétonniers qui ont lieu au milieu d'un espace vert, tout simplement parce que c'est encore le chemin le plus court pour aller d'un point A vers un point B. Donc voilà, ça c'est les petits chemins du désir. Tout un vocabulaire en fait qui a émergé autour du projet, certains pas existants, d'autres qu'on a découvert aussi là, et notamment un des mots qui revenait souvent, c'était ces histoires de frottement en fait, et de réemploi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un frottement ville-nature permanent dans tout ce territoire-là. Et le GR a essayé d'en être le plus fidèlement possible représentatif. Je montre juste un petit coup le site dédié qu'on a créé du coup autour de ce projet-là. Donc moi là, loin de moi l'idée de tirer la couverture du projet de conservatoire l'équipe qui est autant d'individualité, c'est juste que voilà, je suis encore en tout cas mon projet étant celui que je peux encore le mieux expliquer, ceux des autres, voilà, tous ont une autonomie et une logique très différente. Donc voilà, dans cette idée d'observatoire photographique, la difficulté des observatoires est d'être dans une logique territoriale, dans une logique photographique. Du coup, tiens, on va peut-être pouvoir voir l'image qui manquait. Ah, il y en a d'autres. Celle-ci qu'on a vue, l'évolution dans le temps. L'année, celle-ci, donc là on est en 2015. Ouais, et ça s'arrête là. Mais tout à l'heure, oui c'était ça. Tout à l'heure je vous parlais. Comment parler ça? Et ou des découvertes comme celle-ci, Marignane, qui est assez sublime. En fait, on s'est vraiment arrêté à essayer de trouver des schémas de paysage assez, assez représentatifs. Celui-ci est représentatif de presque qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas d'une certaine idée d'un réaménagement du lieu, où on est dans une idée de création de modes doux, avec voilà, des pistes cyclables, vélo, machin, et puis mettre des voitures, mais moins, du coup on réduit la double voie. Et au milieu, pour régler le problème d'un endroit où il faut tout le temps arroser, on est à Marignane, on met du gazon synthétique. Et le problème d'un espace comme celui-ci, c'est que le gazon synthétique, pour qu'il reste propre et vert, il faut nettoyer au Karcher. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'aberration écologique et même de la mise en place du lieu, sachant que du coup tout se dépose dessus, ça devient quelque chose d'assez étrange. Donc, là, typiquement, ce genre de lieu, on se dit, bien, tiens, c'est intéressant, ça vient d'être fait, voilà comment est-ce qu'on réaménage des centres urbains pour les rendre plus agréables, plus doux, plus plaisants pour les riverains. Comment tout ceci va vieillir. Et du coup, c'est un peu toute cette geste prospective qu'on a essayé de produire. Et je vais terminer, en tout cas, de montrer des choses. Sur quelle photo je pourrais partir. Donc après, si vous voulez, le site est tout à fait ouvert au grand public. J'essaie de trouver une image qui est un peu amusante.
un peu toutes, mais tac, 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 tac. Ah oui, et chose importante à signaler dans le projet, donc au-delà du site qui nous permet, si on souhaite, d'aller sur chaque image, d'aller puiser de l'information, parce que chaque image est faite évidemment sur trépied, au moyen format numérique, pour avoir une résolution maximum pour qu'on puisse aller vraiment fouiller et obtenir le plus de détails possible dans l'image, ce qui permet que chaque photo peut être regardée au plus près, y compris sur le site. Donc après c'est tout un système de modules qu'on a mis en place qui permet d'aller vers le plus de résolution possible, sachant qu'on a quand même un tout petit peu réduit parce que sur internet après ça bloque, mais ça permet de voir vraiment, voilà, y compris dans le lointain, la construction d'une maison, d'un lotissement qui apparaît, là où a priori si on regardait la photo dans un plan plus large, ça serait plus difficile. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir sur ce projet-là, on avait également le souhait de proposer un système d'adoption du paysage. C'est-à-dire que dans nos observatoires, justement, d'avoir un volet aussi participatif. Dans les observatoires, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, souvent malheureusement un certain nombre d'images qui finissent dans un tiroir et qu'on ressort au bout d'une trentaine d'années, ou qu'on ne ressort jamais. Et nous, la gageure avec laquelle on s'était employé, c'est qu'on s'est dit on va produire ces 100 photographies sur ce territoire, en essayant d'avoir le plus d'exhaustivité possible, une représentativité de tous les enjeux à l'œuvre. Et sur ces 100 photographies, on va opérer un choix de 30. Donc là, on voit les 30, ça c'est les 30 nôtres lors d'une exposition. Et je vais essayer de trouver le mur complet. Voilà. Et là, ça c'était l'exposition Palais de la Bourse en 2013, où il y avait ces 100 points de vue. Les 100 points de vue, on avait créé pour le coup un système pareil aussi qui retourne un tout petit peu la notion de place de l'œuvre, qui peut aller rayonner un peu de partout. On a nos 30 œuvres qui sont en dépôt au CNAP et qui sont du coup en haut frappe placard, rangées, voilà, et qui sortent dans le cadre d'exposition. Et du coup, il y en a 70 autres, les 70 images en veille, où on s'est dit il faut qu'on fasse ce système aussi d'adoption du paysage, d'adoption de ces images-là, pour qu'il y ait en quelque sorte des opérateurs, comme il y avait des opérateurs autant des Frères Lumière ou d'Agacan ou d'autres, qui vont aller reproduire une image annuellement et participer et faire partie de cette communauté et du coup faire vivre aussi l'observatoire ailleurs que finalement uniquement dans un projet ou tenu par 2 artistes qui vont le représenter dans des expositions et qui du coup n'aura plus cette démarche propre aussi à un GR qui est une idée d'arpentage et de participation. Du coup on a 70 adoptants qui ont récupéré une œuvre, le deal étant le suivant. Voilà, ça c'est les pièces se présentent comme ça, c'est des 24-30 sous diasec avec le tirage original et au recto une fiche qui est intégrée, une espèce de fiche pour retourner faire l'image à l'identique avec une localisation GPS précise, une carte, une photo du trépied, un croquis avec une triangulation du terrain, la hauteur, enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir pour se retrouver à l'endroit, pour pouvoir refaire l'image et uploader l'image sur le site. Et du coup, c'est aussi toute une espèce d'aventure comme ça dans laquelle on est parti. Il y a eu d'autres exemples, il y a eu Annie Bex qui a fait des choses aussi similaires. Enfin, il y a eu différents artistes qui ont essayé des systèmes un peu participatifs. Et du coup, nous, on est encore là dans cette phase d'encours, puisque là, en 2016, ça fera la 5e année qu'on produit ce travail voilà, dans le temps. Donc voilà pour l'objet observatoire photographique, donc ce projet qui s'appelle Paysage usagé, avec tout ce qu'on peut imaginer dans cette idée d'usage du territoire, justement, pour lequel nous, avec Geoffroy, on a proposé de participer au sein de cette espèce de mission beaucoup plus large. Donc nous, il y avait cette espèce d'autonomie du projet, quoi qu'il arrivait, et c'est pour ça qu'il y a eu autant et chaque auteur a proposé un projet complètement autonome. Ça, je te dirai. Ah oui. Bien. Donc vous l'avez compris, les 43 photographes, donc 43 et demi, 44 en fait, le couple, voilà,
Bon, là, il y a le projet lié à l'Observatoire du paysage a été greffé, bien entendu, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Et les autres, alors là, moi, je ne connais pas le détail. Pour chaque artiste, disons, ou chaque photographe, certains avaient des projets en cours, certains, enfin, ça s'est passé de façon extrêmement diverse. Et donc, il y a 43 résultats. À aucun moment, il ne serait possible de faire une typologie. C'est-à-dire de dire, il y a 7-8 photographes qui ont plutôt fait ça, 4 autres qui sont allés... En plus, on peut le faire, mais je ne crois pas que ça ait un grand intérêt, puisque l'idée, c'était plutôt comme ça, de jeter une bille comme ça, d'une unité supposée, puis 43 petites billes qui partent un peu dans tous les sens. C'était le moyen le plus juste de rapporter quelque chose qui est une vérité, une vibration par rapport au territoire qu'on appelle la France. Alors, pour vous présenter brièvement le livre, évidemment, si on avait toute la journée, j'aurais pu prendre un exemple des 43 propositions. Là, j'en ai pris une dizaine, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il ne s'agit absolument pas d'un palmarès, mes photos préférées, ça n'a aucun sens. Simplement, c'est 10 exemples qui montrent comment ça part un peu dans bien des directions. Donc, on va commencer par le premier. Là, disons, c'est peut-être le rapport le plus classique au paysage d'une certaine manière. La photographe s'appelle Emmanuelle Blanc, et donc elle a choisi de photographier des paysages dans les Alpes. Et elle les photographie comme ça, avec c'est une tendance très représentée de la photographie de paysage, qui est, disons, on pourrait dire, un regard neutre qui, en même temps, accepte que le paysage se charge de tout ce qu'on lui a mis sur le dos autrefois, avec le romantisme, etc. C'est accepté, mais c'est pas attisé, si vous voulez. Donc c'est présent, un peu comme quelque chose qui est un peu retenu. Voilà, une grande retenue, une grande distance, et voilà, c'est un travail très classique. On a un autre exemple, on va aller assez vite. Voilà, ça c'est un travail d'un photographe qui s'appelle Michel Bousquet. Et ce travail porte uniquement sur une chose, qui est le projet de l'aérotrain. L'aérotrain, c'était un projet de train sur coussin d'air qui a été mené assez loin, dans les années 60-70. Ce sont des époques lointaines maintenant. C'était la grande époque du gaullisme, du général de Gaulle. Et Gérald de Gaulle avait toute une série de projets comme ça technologiques, dont beaucoup ont abouti. Quand de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, il y avait 70 km d'autoroute en France, bon, voilà, etc., etc. Une modernisation du pays. Il y a eu des aspects, certes, éminemment contestables, notamment tout ce qui est passé par le nucléaire, etc. Et là, il y avait ce projet mené par un ingénieur assez visionnaire, assez étonnant, qui s'appelle Jean Bertin. Et il y a eu des essais avec un record du monde de vitesse battue en 1974. C'était genre 450 km/h, enfin, etc. Et ce système de déplacement, en fait, existe dans assez peu d'endroits au monde. Je crois qu'il s'est révélé très coûteux. En plus, mais il existe un peu au Japon, un peu en Allemagne. Mais il se révèle surtout très coûteux pour le paysage, puisqu'il faut intégralement construire une voie de ce type. C'est-à-dire, on ne peut pas rouler au sol, il faut rouler sur une voie qui est une horizontale absolue. Donc la Beauce, c'est assez idéal. Normalement, c'est un train qui devait relier Paris à Orléans. Et cette construction en béton, donc cette ruine moderne, existe quand on prend le train pour aller de Paris à Orléans. Il existe à peu près sur les 30 derniers kilomètres. C'est tagué, souvent d'ailleurs par des parties de la famille pour tous. Je sais pas comment on trouvait souvent, c'est des slogans très violents comme ça, ce qui est assez bizarre. Mais ça crée dans le paysage quelque chose qui est assez extraordinaire. Beau, pas beau, c'est pas la question, mais brusquement, la Beauce a une espèce de devenir sibérien, comme ça, avec une ruine, voilà. Et par toute saison, alors c'est très photographié, très filmé, mais justement, Michel Bousquet, lui, s'est donné pour tâche de faire un reportage complet sur ce projet d'aérotrain, en réunissant la documentation d'époque et aussi évidemment le photographiant sous toutes les coutures. Et ça, c'est une des quelques photos qui sont dans le livre
les quelques photos qui sont dans le livre ne représentant qu'une infime partie de son travail. Voilà. Donc là, je vous ai parlé d'acupuncture, c'est juste ça. Mais en même temps, juste ça, c'est la Beauce, c'est ce paysage assez étonnant quand on y pense. Et encore là, c'est dans une partie où il y a du boisé, un peu plus loin d'Orléans, mais assez près d'Orléans là. Un peu plus loin d'Orléans, il n'y a plus aucun arbre, etc. C'est un paysage français très particulier. Je me souviens d'un professeur, d'un écrivain qui est mort malheureusement, argentin, qui était exilé à cause de dictature militaire. Et il enseignait à Rennes. Et donc pour aller de Paris à Rennes, il prenait le train et traversait la Beauce, pas au même endroit, mais il était très content, il me disait ça me rappelle la Pampa. C'est partie de la France qui est comme ça. Donc ça parle d'un paysage et en même temps il y a le récit comme ça de toute une utopie technicienne et d'un projet qui se tourne en ruine et qui devient archéologie. On va regarder l'image d'après. Je ne sais pas lesquelles c'est, je ne sais pas dans quel ordre. Ah oui, ça c'est une photographe finlandaise, un peu connue maintenant, qui s'appelle Elina Broterus, ou Broterus, je ne sais pas comment on dit, Broterus, on va l'appeler. Voilà. Et elle a pris le parti de se mettre sur toutes les photographies. C'est-à-dire dans un geste qui est très référencé dans toute l'histoire de la peinture, notamment depuis le romantisme. Et pareil, on voit cette descente par rapport au romantisme, avec le choix peut-être aussi d'une lumière particulièrement palichonne, etc. Et après, le geste peut être critiqué, c'est-à-dire que est-ce que ça parle encore du paysage ou est-ce qu'elle le fait de se mettre en évidence devant, est-ce que ça ne raconte pas déjà autre chose? Pourquoi d'ailleurs ne pas raconter déjà autre chose? C'est des questions qui sont entièrement ouvertes, mais c'est juste, j'ai choisi ça juste pour vous montrer la grande diversité des points de vue qui sont présents dans ce livre. Voilà. Voilà, ça c'est une photographie d'un garçon qui s'appelle Julien Chapsal. Et là, elle pose un problème qui est récurrent dans l'école d'ailleurs. Est-ce que je dois dire ce que c'est pour qu'on comprenne de quoi il retourne? Parce que bon, autrement, c'est une lune, hein, on est d'accord. Mais en même temps, et c'est une photo qui a été prise bien avant que Calais n'ait l'actualité terrible qui est la sienne aujourd'hui, mais la jungle, elle ne date pas d'hier. Et c'était déjà la jungle de Calais. Et ce que vous voyez, c'est des chemins par lesquels les gens passent. Les gens, c'est les émigrants, ou les migrants, comme on dit, enfin je ne sais pas comment on doit dire. En tout cas, et d'autres photos sont peut-être plus explicites que celle-là, mais j'ai justement réservé celle-là parce qu'elle ne dit presque rien de la tragédie. Et donc là, il y a une logique de l'effleurement qui raconte aussi quelque chose d'un paysage, de ce qui est un bout, de ce qui fonctionne comme un bout du monde pour les gens, les migrants qui y arrivent. Et voilà. Est-ce que, en tout cas, dans le texte qui accompagne les photographies qui sont présentes dans le livre, évidemment que l'implantation, le lieu, tout ça est évidemment soigneusement défini, affirmé. Et c'est vrai, mais c'est un vrai problème que dès lors qu'on le sait, le regard est un peu changé. Et là, c'est un vrai problème de théorie de l'accompagnement photographique, qui est un autre problème que celui de légendé, mais voilà, c'est ouvert et c'est très intéressant. Donc on va passer à la suivante. Voilà, ça c'est un photographe, excusez-moi parce que je ne retiens pas tous les prénoms, il s'appelle Geoffroy de Boismenu, voilà, et il a pris un certain nombre il y a un certain nombre d'images de lui dans le livre, dont celle de la couverture. Ce sont des photos neigeuses, disons. Et bon, là, on pourrait penser que ça vient de l'Observatoire du paysage, que c'est la vue d'hiver d'un paysage qui est... En même temps, ce qui est intéressant, disons, c'est qu'on est dans un dispositif qui est normalement celui du rivage, celui de la mer qui déferle, etc. Et la façon dont il est traité, c'est-à-dire qu'il faut presque un certain temps pour se rendre compte qu'on est au bord de la mer, la façon dont les bornes avec les chaînes sont mises en évidence, presque devenues géantes par rapport à leur taille réelle, etc. Il y a tout un travail de cadrage qui est très particulier et qui relève, on peut le dire, d'une volonté de dramatisation du paysage, et ça m'intéressait de vous le montrer aussi à ce titre-là. Et aussi, disons, c'est un endroit, un peu, sans doute
le point de vue est magnifique, si on veut, mais en même temps, ce qui est montré, c'est pas tellement le point de vue que le lieu depuis lequel on le regarde. Et Boismenu nous dit, il faut regarder aussi le dispositif autant que ce vers quoi il se tourne. Et là, c'est récurrent dans le livre, si on peut dire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. J'en ai parlé, j'ai essayé d'en parler dans la préface. C'est justement d'aller à l'encontre de ce que le sociologue Marc Auger appelle le non-lieu, les non-lieux. Qu'en fait, les non-lieux, c'est une décision théorique, une décision idéologique de dire il y a des lieux, puis si possible des hauts lieux, et puis en même temps des non-lieux. Or, philosophiquement, un non-lieu ne saurait exister. Un non-lieu n'existe pas, un lieu est toujours un lieu, et simplement, on ne le regarde pas, on ne le regarde jamais assez. Et pour beaucoup d'étudiants, ils ont déjà entendu cette phrase que je répète tout le temps de Walter Benjamin. C'est pas de Walter Benjamin, c'est de l'ami de Walter Benjamin, Franz Hessel, qui dans son livre sur Berlin en 1927 disait à propos de cours d'immeubles berlinois, il dit « Elles n'ont pas encore été assez regardées pour devenir visibles ». C'est formidable comme phrase. Et ben c'est pareil. Et le territoire, comme ça, il n'est jamais assez regardé. Et un des rôles, je pense, des photographes, des écrivains aussi, mais des photographes, justement, c'est de le rendre visible, et à partir de lieux dont il serait absurde de décréter d'avance qu'ils sont des non-lieux, puisque, comme je le dis, les non-lieux n'existent pas. Voilà. Ça, c'est un travail très intéressant d'un photographe qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu son nom, Yann de Farins. Et il a eu cette idée, alors là, c'est la plus, presque, j'ai choisi ça parce que c'est l'idée la plus minimale du livre. Il a travaillé sur les limites départementales ou les limites administratives. Et elles se manifestent dans le paysage comme ça. C'est-à-dire, disons, la communauté territoriale de droite n'est pas la communauté territoriale de gauche, dont le revêtement s'arrête. Le revêtement a été renouvelé, je pense, plutôt à gauche qu'à droite. Et voilà, c'est fini. Et bon, ça, c'est une photo parmi d'autres. Et c'est intéressant de voir comment le paysage est affecté, comme dans le paysage, disons, pas naturel, mais quand même autour, si, on est dans un paysage même relativement sauvage, relativement tranquille, mais là où passe l'homme, passe aussi tout de suite la frontière, la limitation, la découpe, etc. Voilà. C'est ce qui est proposé par ce travail, qui, l'air de rien, est un travail très intéressant, y compris sur le plan même d'analyse de ce que c'est qu'un territoire, de comment il fonctionne. Excuse-moi que tu donnes des exemples. Voilà, c'est plus pratique que moi de tendre la main comme ça, avec mon inhabileté informatique légendaire. Voilà. Donc, ça, c'est une photo, comme vous le voyez tout de suite, on est dans le midi méditerranéen. C'est une photo d'un photographe qui s'appelle François, va chercher son prénom, François de la Derrière. Et voilà, c'est pas loin d'ici, je ne sais plus où exactement. Et évidemment, ce sont des containers. Et j'ai choisi cette image par la capacité de déplacement qu'elle a. C'est-à-dire que, officiellement, on peut dire on est n'importe où. C'est vrai que cette photo, à la limite, elle peut être prise dans les environs de Chicago, au Japon. Mais en même temps, elle est dans ce livre-là, dans un chapitre qui est un chapitre bien marqué méridional, et elle vient raconter quelque chose aussi de ce que la Provence, ou ceux qui appellent ça PACA, ce que je n'arrive pas à me résoudre à faire, voilà, PACA, c'est exactement comme ça aussi, et peut-être comme ça d'abord, c'est aussi ce que raconte cette photo. Et en même temps, quand on dit ça, moi, à la limite, au moment même où je dis ça, je m'en veux presque, parce que c'est comme si je décrétais « oh là là, que c'est moche ». Et est-on bien sûr que ce soit si moche? Et pourquoi ça n'aurait pas un intérêt aussi? Pourquoi ça ne raconterait pas des tas de choses? En tout cas, ça dit des tas de choses sur le monde dans lequel on est, et que voilà, des caissons coréens, des caissons anonymes habitent le paysage et le territoire. Merci. Voilà. Ça, c'est un projet très différent que j'ai choisi du fait de sa différence. C'est un garçon qui s'appelle Frédéric ou Fred Delangle. Et lui, il est intervenu sur l'image. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté, évidemment, de prendre ce qu'il voyait. Et sur des images qu'il a prises, il a rajouté tout un devenir Bollywood, un devenir Bombay, si vous préférez, de Paris. On est à Paris, toutes ces photos ont été prises à Paris. Là, on est sur un pont qui est assez renommé pour les promeneurs parisiens, qui est un pont qui traverse les voies de la gare du Nord.
qui est un très beau pont d'ailleurs, et lui, il l'a arrangé à son idée, comme aurait dit ma grand-mère. Alors je crois que dans le protocole, au-delà de son idée c'était ça, mais c'est qu'il demandait, du coup il envoyait la photographie, il l'envoyait en Inde à des dessinateurs de publicité. Oui, mais c'est à son idée, ah, oui, ça mais l'intervention n'est pas de sa main, c'est-à-dire il a fait un aller-retour, ce qui est très juste, puisqu'en plus près de la gare du Nord, on est dans le quartier où il y a le plus d'Indiens, d'Hindous, ou pas d'ailleurs, et de Pakistanais à Paris, et avec les restaurants, les boutiques, etc. Et lui, il a eu cette idée qui est aussi intéressante par rapport à ce qui se discute actuellement sur les identités, sur les communautés, etc. L'idée d'aller jusqu'au bout d'une indianisation, si on peut dire, du paysage parisien. Voilà, c'est une des photos parmi les quelques-unes qu'il y a dans le livre. C'est évidemment un travail très intéressant. Et puis, ça c'est une photographie d'un des garçons qui a initié le projet, qui s'appelle Cédric Delceau. Et disons que justement, les quelques images qu'il a, qui je crois d'ailleurs en ce qui me concerne, je les trouve assez fortes, l'air de rien comme ça, elles illustrent complètement aussi ce que je vous disais à l'instant sur les lieux de rien qui ne sont jamais rien en fait. Et chez lui, il y a une capacité à happer, disons, la charge narrative, voire dramatique, des espaces pour lesquels on n'a aucune espèce de considération. Et de n'importe quel virage, de n'importe quel recoin de route, il y a presque toujours l'élément routier dans ces photographies, et ce n'est pas négligeable. Bon, on a l'impression qu'on est dans la possibilité d'une espèce de Twin Peaks français, comme ça, etc. Et c'est vrai que ce devenir-là, il existe aussi à même le paysage et qu'on y est confronté à chaque instant, pour peu qu'on soit attentif. Hein. Et puis, je pense que ça doit être peut-être, pas la dernière, mais peut-être. Donc ça, c'est une photo d'un des autres initiateurs du projet qui s'appelle Patrick Messina. Et je l'ai choisi aussi parce que dans le livre, bon là vous ne pouvez pas le voir, mais dans le livre, il a les deux petits-enfants que vous voyez courir dans la pinède, ils sont présents sur chacune des photos. Hein, je crois que c'est ses enfants à lui. Et ce qui pourrait n'être qu'un motif sentimental, ça l'est d'une certaine manière, puisque ce sont ces deux enfants. En même temps, ça établit par rapport au paysage l'idée d'un passage, l'idée d'une narration. La narration la plus simple, c'est du passage de deux êtres qui sont dans un mouvement de découverte plutôt joyeuse, en même temps tenus à distance. Et disons que ça m'intéressait de confronter cette image. Ça aurait été mieux si elle était venue juste après celle d'Elena Roserus, pour montrer justement comment l'introduction de la figure change toujours la donne d'une certaine manière. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs dans toutes les versions des missions, dans toutes les missions qui ont existé, la figure humaine est relativement peu présente. Dans le livre de la Datar, il y a le célèbre truc de Deux Patins et Gobli qui eux-mêmes reprenaient quelque chose qui venait de l'entre-deux-guerres, mais en général la figure est assez absente, et je trouve que l'idée de l'introduire comme ça, de subrepticement d'une certaine manière, raconte aussi quelque chose qui est très intéressant. Voilà, puisque de toute façon un territoire, c'est quand même d'abord quelque chose de vivant que l'on traverse. Et dans le fond, ce livre, ben voilà, il a essayé de montrer nommément, comme sur cette photo, ou d'une autre manière, toutes les traversées possibles de ce territoire en évolution constante à l'intérieur de toute une série de schèmes qui, sans être certainement pas éternels, mais sans être complètement pérennes, en même temps s'auto-reproduisent et se continuent. Donc cette espèce de va-et-vient entre quelque chose qui change tout le temps et quelque chose qui en même temps reste relativement identique. Voilà. Et le livre, il ne donne pas de réponse, mais il se déploie comme ça, comme un éventail d'autant de questions qu'il y a d'images. Et comme vous le voyez, c'est un livre épais avec beaucoup d'images, donc beaucoup de questions. Voilà. Et maintenant, donc, on va enchaîner. Belle. Et
on va enchaîner avec un autre travail sur le territoire, donc le travail de Bertrand Stofflet, tout seul cette fois, voilà, tout seul, et c'est un travail dont il va vous rendre compte, donc le travail qu'il a, je ne sais pas si ça a été dit, vous ne le savez pas tous, c'est un ancien étudiant de l'école, Oui. Il est promotion 2002. 2002, voilà. Hein. Et donc un travail de longue haleine qu'il a mené, qui a produit à la fin ce livre qui est là, voilà, qui s'appelle Rhodanie, hein, donc qui est un livre qui suit le cours du Rhône de sa source à son embouchure. Et dont il va vous parler en vous commentant quelques images, j'imagine. Juste, j'ajoute quand même que moi j'avais été ça m'était venu quand j'avais fait ce travail sur la France comme écrivain, c'est presque involontairement, ça m'est venu du fait même du paysage, que les fleuves et les rivières, les cours d'eau en général, c'était des moyens, des lecteurs, des agents de compréhension du paysage qui étaient formidables. Hein, puisque du fait de ce qu'on appelle la pente gravitaire, c'est étant donné de l'eau qui tombe sur un sol, elle va toujours aller chercher le plus bas, aller au plus bas le plus vite possible. Et cette histoire de pente gravitaire, c'est ce qui a fabriqué le paysage, hein, ce qui a fabriqué les vallées sur des milliers, des centaines de milliers, des milliers d'années. Et puis voilà, et donc, et ce qu'on appelle un bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble de tout le paysage fabriqué par une rivière et ses affluents, c'est quelque chose qui a une unité structurelle dans le paysage réel, tout en se modifiant complètement. Il va de soi que quand on est là dans les glaciers du Rhône, on n'est pas du tout en Camargue. Et en même temps, il y a un lien. Et les rivières ont cette chose, et les fleuves ont cette chose extraordinaire de relier, hein, puisque bizarrement, le fin fond du Valais en Suisse est relié à la Camargue, et en même temps, par le simple fait qu'elles sont une ligne qui avance dans le paysage, de séparer aussi, séparer d'une rive de l'autre, et en même temps d'avoir, par le bassin versant, cette grande capacité d'établir de la liaison et une espèce de volume qui au fond, ne s'apprécie complètement que culturellement. Et il va de soi aussi que là, les changements, les transformations, l'industrie, etc., jouent un rôle considérable le long du fleuve, et que le livre le présente d'une manière, à mon avis, tout à fait formidable. Du coup, pour un tout petit peu introduire ce projet, chacun des travaux que je mène sur des paysages, sur les territoires, à chaque fois j'essaie de prendre un angle un peu différent, histoire de ne pas répéter le même schéma, et puis surtout de pouvoir développer autrement une lecture et une compréhension des territoires. Il y a eu toute cette aventure d'observatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Geoffroy, d'autres observatoires que j'ai menés aussi de façon plus spontanée dans des résidences, des projets plus conceptuels sur une notion de belvédère avec une espèce de géographie éclatée où je rassemblais des images un peu éparses de plein de voyages différents et qui créent une espèce de lieu autonome. Parmi les différents projets, il y a celui-ci qui s'appelle donc Rhodanie, que j'ai commencé en 2007 et que j'ai clos dans les prises de vue en 2013, et vraiment avec la publication de ce livre. Il y en a eu un premier avant, qui est d'ailleurs disponible à la bibliothèque, qui est sorti en 2013 et qui est quelque chose de plus éclaté, mais qui montre juste un petit quart du projet, puisque du coup, au commencement, en m'attaquant à un fleuve, je ne m'étais pas tout de suite dit, tiens, je vais partir, je vais faire la descente ou la remonte, comme on dit, du glacier à la Méditerranée, de la source à son embouchure. J'ai commencé beaucoup plus modestement sur un tronçon de territoire, avec cette idée justement de fleuve comme frontière, fleuve comme une frontière administrative, politique, écologique évidemment, mais avec toutes ces contraintes économiques. Et même au préalable, ça avait même commencé par une commande sur le territoire où il était question de photographier du patrimoine au sens classique du terme, du patrimoine fluvial, avec tout ce que ça peut comporter, de bac à traille, en passant par
des barrages écréteurs de crues ou des églises. Et de ce premier contact avec le fleuve, il y a une commande, je me suis rendu compte en fait de différents enjeux que j'avais envie de traiter depuis longtemps dans les images, mais qui, par le biais d'observatoires, par le biais d'une écriture plus conceptuelle, donc plus didactique aussi, enfin, je luttais. Finalement, j'avais envie aussi de me redonner un espace de création plus libre, et qui en même temps me permettrait d'unir un territoire qui aurait son autonomie, puisque ce serait celui de cette bande, de cette ligne, qui devient un espace, mais de cette ligne qui relie deux extrêmes, deux états de paysages aussi très différents, enfin deux états, en fait une multitude, mais cette multitude, elle est justement entre ces alpages suisses et la Camargue dans le delta, où entre les deux, il y a toute une richesse d'emploi et d'usage du territoire. Et ce qui m'a très vite intéressé dans ce travail, c'était de voir finalement comment les usages étaient multiples et comment le réemploi d'aménagements faits sur ces lieux faisait l'objet de multiples pratiques. Pour aller un tout petit peu plus dans le détail, cette pluralité de pratiques témoigne d'un pouvoir d'attraction en fait toujours présent dans ces espaces naturels. C'est-à-dire que quand on parle de fleuve, il y a toujours une forme de fascination, parce que c'est venu aussi de ce constat finalement. Où que j'aille au bord de ce fleuve, il y avait des personnes en train de le contempler, des personnes en train de travailler, de faire différents types d'activités. Vous verrez un panel, on va dire, mais un vrai pouvoir d'attraction où il y avait ce rapport de contemplation. Alors peut-être parce qu'on bute sur une limite, mais aussi parce qu'il y a une espèce de rapport de vie et de mort, et un rapport en fait une zone de frottement entre nature et culture, entre sauvage et domestiqué. Et que cette zone de frottement se joue pleinement sur un fleuve qui est cet élément naturel fort, sur lequel il y a encore plein de mythes qui peuvent être véhiculés. Et en même temps, on parle du Rhône, on ne parle pas de l'Amazonie. On est dans quelque chose de beaucoup plus réduit, avec un fantasme beaucoup moins fort. Enfin, on va dire qu'il charrie moins de fantasmes. Cela étant dit, il y en a quand même, et il y a toute une lecture qui peut en émerger, et c'est ce que j'ai essayé tout au long du parcours de tamiser pour voir un petit peu quelles pouvaient en être ces différentes déclinaisons. Donc je vais vous passer une trentaine d'images, je ne vais pas forcément faire de commentaires à chaque fois, mais bon, il se trouve que celle-ci, c'est celle qui est un peu introductive du livre en tout cas, et celle-ci, ben voilà, on est à l'origine, donc finalement, sur les deux livres aussi, ce qui peut être intéressant, et je vous encourage à regarder aussi l'autre objet, c'est que les deux fonctionnent de deux logiques très différentes. Celui-ci, qui est vraiment le livre qui montre tout le projet du glacial Méditerranée, on a une lecture un peu chronologique, en tout cas on suit le territoire, on part de sa naissance à sa jetée dans le delta, et tandis que dans l'autre on est dans une lecture beaucoup plus de l'image, avec une dialectique des images entre elles, où des formes d'adaptation, notamment des systèmes pour gérer les crues ou pour tout simplement gérer des passages, se rejouent dans des formes plus abstraites de construction spontanée. Enfin, vraiment, il y a tout un dialogue qui est joué autrement. Donc là, on va faire une espèce de descente courte, je vais monter une trentaine d'images, où ici on commence, donc on est sur le glacier, on est sur le mont Gothard, qui est donc la montagne qui voit naître les trois grands fleuves européens, puisqu'on a le Rhin, le Rhône et puis le Danube, je crois, et qui partent tous du même point. C'est une sorte justement de bassin versant, et qui se mettent d'un coup à rayonner dans toute l'Europe. Et ce qui me plaisait dès cette première image-là était d'entrée de jeu de casser ce rapport de fascination, ce rapport un peu, ce mythe du sauvage, et puis cette lecture qui devient de plus en plus
régulièrement utilisé dans la photographie, qui est actuellement toutes ces citations autour de Gaspard David Friedrich et tant d'autres romantiques, on a une espèce d'extase comme ça devant des phénomènes, où quelque part on a la figure du marcheur qui est là, mais en même temps il est déjoué par cette espèce de valise à roulettes qui traîne derrière lui, donc ça suppose immédiatement un belvédère tout proche, en tout cas une route carençable, et du coup l'espèce de mythe est déjoué dès la base. Et l'image qui suit d'ailleurs derrière, on est déjà pleinement là-dedans, c'est-à-dire qu'on est sur un bout de ce glacier que l'on recouvre d'une bâche parce que c'est l'été, parce que le glacier fond. Alors la fonte des glaciers sont bien entendu dramatiques actuellement pour des raisons écologiques que l'on connaît, mais elles sont aussi tout simplement naturelles. L'été, il fait chaud, le glacier recule un peu, l'hiver, il avance un peu. Et là, il se trouve que pour des raisons touristiques, donc toujours dans cette idée de domestication du sauvage, on fait dès le mois de, je crois, dès maintenant, ça doit être creusé là, à partir de février, et puis c'est ouvert au public en avril. On creuse un petit tunnel dans la glace afin de pouvoir faire cette espèce de respiration originelle, virginale, je ne sais pas jusqu'où aller, où on pénètre comme ça à l'intérieur du glacier, et c'est une expérience plutôt agréable, quand il fait 31 degrés, mais on se retrouve dans cet endroit tout bleu, mais forcément avec la fonte des glaces il recule un petit peu l'été, donc il est bâché, et juste en dessous ici on a un système d'appareillage en quelque sorte d'accès au glacier, parce qu'en reculant à chaque fois il faut rebricoler ce rapport à la nature. Et cette idée toujours de discussion, de ménagement, de réaménagement entre l'homme et la nature, entre son désir d'y accéder dans une idée de fantasme, en même temps du coup il manquerait complètement une domestication et une forme de tourisme qui le dénature, on est déjà pleinement dans la nature de ce sujet, lorsqu'on est finalement à l'endroit où ça commence, on pourrait attendre presque, c'est encore une terre immaculée, et en fait on est déjà là-dedans. Après, au-delà de ça, justement, tout le travail a été d'essayer de réfléchir à un rapport à la représentation, un rapport aussi à des images, à tout ce que cela véhicule. Donc tout à l'heure je parlais de Friedrich, là ici je crois pas que j'ai la troisième, non je ne l'ai pas. Mais j'ai une troisième image où on se retrouve avec un plan en fait un peu plus rapproché de cette passerelle qui est réappareillée, reconstruite, et où on voit trois bonhommes avec des tronçonneuses, avec des choses pour essayer, avec des grappins pour essayer de faire tenir la structure. Et on est complètement on a ces images de Frères Bisson, on a toute cette iconographie comme ça qui est rebalancée, qui est réactualisée dans ces lieux-là. Et ensuite, du coup, là, ça prend d'un coup un envol, en tout cas beaucoup de recul, et on se retrouve sur les Flugstrasse, les terrains d'aviation de l'armée suisse, qui en été sont réouvertes aux civils, et qui permettent justement d'être des lieux de décollage de planeurs, avec du coup toujours des personnes en train de contempler, de se balader, un fleuve qui devient une rivière d'ailleurs, qui était juste un glacier qui devient une rivière sur le côté. Et ensuite on traverse justement toute une diversité de paysages, et c'est ce que j'ai essayé de rendre tout au long du travail, c'est la nature multiple, et la présence des lieux qui est à chaque fois la résultante finalement de la présence du fleuve qui, en dehors de celui-ci, cette zone industrielle ne serait jamais développée là, parce qu'on se retrouve avec des espaces qui permettent ces aménagements-là. Et notamment toutes ces... là, tout ici, ça vient des temps glaciers où finalement c'est tous les cailloux qui ont été trimballés par les montagnes et qui sont arrivés plus bas dans la vallée. Tous ces endroits-là étaient bien entendu sous glace il y a encore quelques siècles. Et puis là on arrive beaucoup plus en contrebas et on commence à être dans un rapport déjà très canalisé, avec une production énergétique, et avec des espaces un peu délaissés. Et c'est ça aussi qui m'intéressait tout le long du projet, c'était finalement d'avoir des modes de réappropriation de ces paysages qui parce qu'ils sont un peu en marge, voient naître des pratiques qui regagnent une liberté à cet endroit-là. Et là, ici, j'étais particulièrement content de tomber sur cette espèce de figure de Guillaume Tell, parce que j'étais en Suisse, avec ce type qui nous tend son arc et qui nous fait son show le long du fleuve, au pied de la première centrale hydroélectrique du fleuve.
une descente, on retrouve des espèces d'images conformes d'une usine qui fonctionne un peu comme ces moulinages anciens, puisqu'il y a beaucoup de thermodynamie dans ces lieux, et qui représente le lieu à l'identique sur sa façade, avec un petit bonhomme qui est assis au coin d'un lit parce que c'est une usine de literie. L'image est tout à fait contextuelle. Et puis on arrive enfin sur le lac Léman. Exactement, je ne sais plus, c'est Villeneuve sur je ne sais plus vraiment. Enfin voilà, Montreux se trouve un peu plus par là, un peu là-bas au-dessus. Avec ces espaces de loisirs complètement, où pour le coup tout est maîtrisé, organisé à des fins d'usage. Autre type de loisirs justement que je rencontrais dans ce lieu, voilà, c'est des stockars, et qui ne peuvent naître que sur des espaces comme ça, puisqu'on est sur des problématiques de zone inondable, puisque c'est un fleuve, donc avec sa part encore heureusement de sauvage, mais du coup de danger, et donc de territoire qui ne peut pas être constructible, donc des espaces rendus au fleuve régulièrement, ou dans lesquels il peut y avoir des pâturages et autres, et ce qui permet du coup d'avoir ces espèces de grands shows annuels de stockars ou d'autres foires à deux chevaux, enfin, voilà, des espèces de culture populaire spontanée qui se rematérialise ici. Et ça me permet d'ailleurs d'être dans cette espèce de citation qu'on retrouvera un peu plus loin, mais dans ces photographies justement de fleuves. Parmi les choses qui m'intéressaient, c'était parce que aussi j'ai été nourri et biberonné au New Topographics, à différents mouvements de photographie plus américaine, qui parlent de ces suburbs, de ces slums, de ces zones périurbaines, et qui montrent justement un rapport au paysage et à la nature après le sublime. Donc dans une idée un petit peu de maintenant comme c'est Adams, que tous les grands parcs de Yosemite, Mad Mountain, etc., on les a inventoriés et photographiés avec une idée d'une nature voilà, absolument vierge. On est dans cette période qui vient après, où on va s'intéresser à ces zones périurbaines, à ces zones sans qualité, entre guillemets, elles ont plein de qualités, mais sans qualité qui rappellent ce fantasme de nature. Et qui pourtant ont cet intérêt-là. Et c'est ce que j'ai cherché tout au long de ce fleuve qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, n'est pas l'Amazonie, mais qui amène quand même plein de petites choses à requalifier et à essayer de trouver là où se rejouaient en quelque sorte des formes d'appropriation spontanée, mais drôles et spécifiques en fait à un geste plus français. Et là, je trouve qu'on a le visage d'un village un peu plus parfait qui rappellera presque la publicité de la Force Tranquille avec le petit village au loin bien dessiné. Et en même temps, au premier plan, cette espèce de piste de modélisme que le gars a créé sur son ordinateur, et puis puisque ici personne ne l'embête, il peut construire intégralement et façonner au fond d'un verger une piste pour qu'il joue avec ses voitures, qu'il se mette avec son copain en hauteur, et que voilà, ils utilisent le territoire d'une façon absolument libre. Alors, on continue à descendre, on tombe sur ce barrage de Génissia, qui était le plus gros ouvrage construit à la reconstruction. C'est un endroit qui peut être intégré. Là, on voit que quelques morceaux de bois, mais on peut presque marcher sur une mer de bois, puisque c'est nettoyé régulièrement. Voilà, et en fait, dans le projet, j'ai essayé à chaque fois de prendre une certaine hauteur, comme ici, où j'essayais de trouver la juste place pour rendre compte de la place de l'homme dans le territoire et du fleuve par rapport à lui. Et de jouer avec ces trois éléments-là pour pouvoir les organiser et en donner une lecture et une compréhension en fait, de comment ils fonctionnent. Parce que bien souvent, on a des vues aériennes qui viennent nous donner une espèce de point de vue omniscient, mais qui ne donnent plus du tout l'expérience du lieu ou une lecture de finalement qu'est-ce qu'on peut en faire en le traversant et en faisant une expérience propre. D'où toutes ces photographies aussi que j'ai
Oui, ah oui. D'accord. Du coup, cette façon d'organiser ces différents plans, j'ai cherché je l'ai systématisé dans tout le projet. C'est ce qui a aussi fait qu'il a duré dans ce temps-là, c'est que j'ai utilisé une nacelle élévatrice, un petit camion avec une nacelle, les trucs pour changer les ampoules en ville ou pour juste faire des branchements électriques, pour pouvoir systématiquement me déplacer dans le territoire en étant à une hauteur que moi je trouve parfaite ou intéressante pour la représentation. C'est comme si je me déplaçais avec mon petit monticule ou mon belvédère, me retrouver un peu comme un premier étage d'un théâtre à l'italienne où on est au premier niveau, à l'endroit parfait pour assister à une représentation. Tout est organisé sur la scène pour que on ait une visibilité parfaite entre les solistes et ce qui se passe derrière. Et là, en prenant ce dispositif-là, je pouvais comme ça réorganiser à partir d'éléments. Je ne suis pas peintre, pour un peintre c'est facile de bouger des éléments dans un paysage quand ça ne lui va pas. Pour un photographe, on est souvent un peu bloqué. Et en me rendant justement sur un lieu comme un fleuve, soit je faisais quelque chose où on avait 50% de fleuve au premier plan. Je pense notamment à un travail qui est magnifique de Geressler, qui s'appelle Vedutas, où on a cette espèce de grande bande de fleuve, puis après on a en dentelle littéralement l'inscription des bâtiments ou de la végétation et des ciels qui sont très, très doux. C'est un travail absolument magnifique, mais on a vraiment une espèce d'unité nivelée par le niveau de l'eau en quelque sorte. Et là, moi, je voulais vraiment arriver à inscrire les hommes, leur pratique, leur usage, le fleuve et son inscription dans le territoire. Ici, on est sur un affluent, et finalement, c'est ça que je trouve assez symptomatique, c'est que dans ma quête de sauvage, d'un rapport comme ça, un petit peu fantasmé à un fleuve où l'homme vient se rendre sur les bords et reproduire presque des schémas ancestraux, c'est pas sur le Rhône que j'ai pu le trouver, parce que c'est un fleuve beaucoup trop domestiqué, mais sur un de ses affluents, et là on est sur l'un. Alors il y a des images comme ça, c'est un peu dommage de les voir dans cette dimension. Comme plus. Comme plus. Comme plus encore. Ça fait du plus, ça un peu. Pas vraiment. Non. C'est le texte qui est grossier. Ouais. Le texte est gros. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tout le travail a été fait à la chambre photographique moyen grand format ou au dos numérique afin d'atteindre justement des grands pouvoirs d'agrandissement et d'être sur du 110, 130 en tirage de lecture pour qu'on rejoue une forme aussi un peu tableau pour pouvoir se perdre à nouveau dans les paysages et rentrer dans un niveau de détail. Sur une image comme ça, on est encore sur une multiplicité de jeux par rapport à un lieu où on a ces espèces de formes géométriques qui sont des barrages en fait d'écréteurs de crues qui permettent en cas de montée des eaux de récupérer de l'eau, de la casser le débit, et on voit les cailloux sur le côté qui sont là en fait pour aplanir la puissance du fleuve, justement cette espèce de choses animales qu'il faut dompter, sauvages, et qui dans un moment comme ça d'été, on retrouve littéralement un moment de jeu où là on est le premier jour des vacances et tous les gamins des cités du nord de Lyon, puisqu'on est vers Dessines, viennent, se jettent dans le fleuve avec des bouées et puis le descendent et remontent plusieurs fois, d'où la présence de cet orque, ce gamin qui porte des pneus et ces trois gamins qui prennent leur plaisir par ce petit risque avec ces architectures assez particulières. Et de toutes ces histoires d'usage et de réemploi, c'est vraiment un des maîtres sujets qui m'ont amené à traiter tout le long de ce travail. Celle-ci qui fait la couverture du livre, elle a aussi ça d'assez symptomatique, c'est qu'on est sur un espace qui est naturel, c'est une laune. Une laune, c'est un bras de fleuve coupé, parce que c'est un bras de fleuve qui remonte par rapport au débit. C'est-à-dire qu'on descend, c'est un bras de fleuve qui remonte un tout petit peu. Et donc ces launes ont une espèce d'écosystème qui leur est propre, c'est un espace qui est très doux, sans courant, c'est presque des petits lacs. Et là, on se retrouve avec des activités nautiques, des gars qui pointent leur voiture directement dans la laune et qui comme ça permet au jet ski d'aller faire
d'aller s'éclater tout le long de cet espace, des gens qui viennent paisiblement se balader en cheval, et pourtant au loin gronde une espèce de tension, avec évidemment cette centrale que l'on voit, mais on a un niveau de cruasse, donc on commence à arriver dans le secteur, mais avec ici c'est la contre-digue du canal de la CNR, c'est-à-dire qu'on a un fleuve qui est plus haut que le reste du paysage, en fait, le reste du territoire. Ça veut dire qu'on est toujours quand même avec ce risque d'inondation très fort, d'un fleuve qui pourrait déborder, d'une digue qui pourrait casser, et de tout un lieu comme ça qui pourrait d'un coup se retrouver dans un véritable cataclysme. Je vais arrêter de commenter chacune des images, parce que sinon je vais être trop long. Mais voilà, essayer à chaque fois de produire un corpus qui rend compte un peu de tous ces usages. Et ici, on est au nord d'Avignon avec un parc qui s'appelle le parc Amazonia, une espèce de parc de sous-catégorie, de 4e catégorie, avec un pylône électrique en plein milieu, la voiture du propriétaire, du motif aztèque, des motifs mayas, ici un néocolonialiste, et là la cabane du proprio. Et ce qu'on ne voit pas, mais souvent en tirage ça se voit, même les panneaux ont été réemployés, du coup on les lit à l'envers d'un côté d'une ancienne écriture qui indiquait des noms de villages. Enfin bref, il y a un côté très bricolé en fait de ces lieux, et ce qui est assez drôle pour l'anecdote, ce lieu qui est cité comme sur un lieu-dit qui s'appelle Miemar, qui veut dire littéralement au milieu de nulle part. Alors, tout le long du projet, je me suis entouré de personnes qui, justement, dans la logique un peu je vais vous expliquer des observatoires, j'essaie à chaque fois de bien connaître le territoire dans lequel je pars pour avoir une lecture pas complètement à côté de la plaque dans ce que je vais photographier. Et là, c'était une hydrogéomorphologue qui s'appelle Mireille Provençal qui m'a un peu expliqué que sur cette zone-là, c'est ici qu'à Nivelles, ces éléphants auraient pu traverser le Rhône, parce qu'on était vraiment sur un endroit où le fleuve est extrêmement bas. Et assez drôle de voir finalement, presque 2 millénaires plus tard, un parc Amazonia, une espèce d'idée encore d'exotisme qui rejoue au même endroit de façon absolument... il y a un côté fin de règne quand même sur cette idée d'exotisme. Je passe plus rapidement. Évidemment, du coup, j'ai essayé aussi d'explorer, y compris les canaux du Rhône. Là, c'est celui du canal du Rhône à 7, avec une arrivée à 7, en plage de 7. Encore un autre. Là, on se retrouve sur des... Il y a beaucoup de gravières également, parce que forcément, c'est des zones qui sont exploitées pour ça, et des pêcheurs. Donc, il a fallu quand même dans le livre que je traite de ce sujet. Mais justement, celui-ci me plaisait bien, parce qu'il avait cette espèce de présence cinématographique, comme ces deux gars, où à chaque fois, en fait, chacune des images aussi, c'est une des choses auxquelles j'ai toujours cherché à préserver tout le long de l'ouvrage et du projet. C'était une capacité de narration, en quelque sorte, arriver dans des lieux et toujours être un peu surpris, étonné de tiens, qu'est-ce que c'est que ce réemploi, et j'ai presque, c'est arrivé comme dans une forme de diégèse à chaque fois, c'est-à-dire qu'est planté un décor et il y a une narration qui est à l'œuvre, mais du coup photographier un moment où on ne sait pas trop ce qui est en train de se jouer. Et là, en l'occurrence, c'était juste 2 gars qui passaient leur journée à zoner et à fumer leurs cigarettes là en écoutant des résultats de football, et ils se retrouvaient à un endroit où on est sur un bras de fleuve court-circuité, il y a plus de la ripiscille qui est en train de s'étendre littéralement dans le fleuve, et on est dans un endroit vraiment éteint. Et pour moi, ça rejoue aussi des images de cinéma japonais, plein d'histoires en fait qui sont réactivées dès ces images. Voilà, et puis on termine sur une dernière image qui est celle-ci, la plus télécommandée de l'ensemble, mais qui en même temps témoigne bien toujours de ce rapport de fascination, de ce rapport d'attraction. Comme on a commencé avec cette première photo où on avait ce type qui tirait sa valise à roulettes, là on est
de l'autre côté, dans le moment où le fleuve redevient sauvage. D'ailleurs, ici, en Camargue, dans cet endroit précis, il y a d'autres endroits où la Camargue est complètement irriguée, il y a des canaux de partout qui permettent justement le riz, qui permettent toute une exploitation agricole. Et dans cette zone-là, en fait, d'ailleurs, le nom du lieu-dit m'échappe, mais ça veut dire que c'est le recul. Ça veut dire que c'est un lieu qui recule sans arrêt, qui bouge sans arrêt. On est sur un bras de fleuve qui est absolument pas endigué. Là, on a juste une manade au premier plan, et tout cet espace-là est dévolu pour les taureaux, pour les chevaux, sauf explicitement cet endroit-là, où au moment où le fleuve redevient sauvage et où des usages sont moins invasifs, on recrée quand même une forme de redécouverte du sauvage en faisant d'un tour opérateur. Donc il y a les trois bateaux qui se baladent. On peut prendre au Sainte-Marie ou au Salin, qui s'appelle le Tiki 3, le Camargue et le Van Gogh sûrement, quand il était que lui. Et on fait un tour comme ça, et forcément, par Tokiwoki est appelé le gardien qui débarque, qui chasse les taureaux au premier plan, ça fait de la fumée, les gens sortent les appareils photo, voilà, tout le monde participe un peu du folklore, personne n'est dupe dans ce jeu-là. Mais voilà, on est dans cette histoire un petit peu assez symptomatique de qu'est-ce qu'un paysage, qu'est-ce que ce rapport au paysage, qu'est-ce qu'on vient chercher en quelque sorte. Et sur le fleuve, il y avait vraiment cette idée d'une image un peu pastorale où on voit des moutons, on voit le soleil se coucher, un fleuve au loin, et voilà. Et du coup, il y avait une iconographie, en tout cas, à chercher, à redéployer, à re-questionner tout au long, en tout cas, d'un fleuve en particulier, le Rhône, puisqu'il a quand même son identité particulière. C'est pour ça que j'ai choisi d'assumer le titre de ce fleuve. Mais l'idée était vraiment de parler d'un rapport au fleuve, au sens plus large. Voilà. J'étais un peu Bien, merci. Peut-être vous voulez poser des questions, savoir dans quelle mer se jette le Rhône. C'est quand même, pour la Méditerranée, c'est quand même le deuxième fleuve après le Nil, hein, pour l'importance du débit et de la quantité d'alluvions, de matériaux qui sont apportés. Voilà. C'est quand même pas une petite affaire. Sachant que le Danube et la Volga se jettent dans la mer Noire. Voilà. Bon, merci alors. Au revoir.